Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau B-Talks, la webconférence du groupe Bolloré, aujourd'hui consacrée à la solidarité. Alors vous le savez, la solidarité c'est l'une des valeurs clés du groupe, mais c'est surtout un engagement concret qui se traduit au quotidien par de la générosité, de l'accompagnement dans le monde entier. Près de 6 millions d'euros ont été distribués par le groupe Bolloré en 2021 au titre de fondations d'entreprises, de programmes de solidarité, d'actions de partenariat, de mécénat ou encore de dons en nature. Mais c'est surtout 366 projets à impact sociétal dans 49 pays, dont 70% en Afrique. Aussi, cette année, le groupe, comme vous le savez, fête ses 200 ans. Ce sera pour nous l'occasion de revenir sur l'histoire de la solidarité dans le groupe et de donner la parole à celles et ceux qui la rendent possible. Alors, que signifie vraiment la solidarité pour le groupe Bolloré et quelles sont les actions solidaires menées au quotidien? Pour répondre à cette question, nous donnerons la parole à des représentants des différents programmes de solidarité et nous écouterons les témoignages de collaborateurs du monde entier. Pour poser les bases de cette webconférence, revenons un peu en arrière sur la solidarité dans le groupe Bolloré avec Ange Mancini. Nous allons ensemble évoquer les étapes historiques de la solidarité dans le groupe. Bonjour Monsieur Mancini. Bonjour. Vous êtes le président du mécénat du groupe Bolloré. Est-ce que pour nous, vous pouvez revenir sur les fondements de la solidarité dans le groupe et sur tous ces protagonistes depuis 200 ans? Bien sûr, avec beaucoup de plaisir, parce que effectivement, je dirais que la solidarité, la générosité, ça fait partie de l'âme du groupe Bolloré. C'est vraiment très intégré auprès de tous les collaborateurs, et ça depuis longtemps, puisque depuis la cité de Caranac qui avait été créée par René Bolloré en 1917, c'était une cité ouvrière déjà à cette époque-là. On logeait les ouvriers pour qu'ils puissent mieux bénéficier, mieux profiter de leur travail dans des endroits qui n'étaient pas faciles à l'époque, jusqu'à la fondation de la deuxième chance. Cette générosité, c'est vraiment le groupe Bolloré. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le mécénat, qui est quelque chose qui a comme objectif à la fois l'autonomisation de la jeunesse et puis également tout ce qui est des événements un peu importants comme les catastrophes naturelles et tout ça, où par notre intervention on accompagne ces moments. C'est-à-dire qu'à tous les instants on est présent dans ce domaine. C'est un accompagnement des jeunes, mais à travers des associations. C'est-à-dire qu'on ne gère pas directement, ce sont des associations que l'on soutient. Et le fonctionnement du mécénat, c'est un comité qu'on a mis en place avec aussi, mais ça, Dorothée Van den Kruisen, la directrice, vous le détaillera plus en avant. Tout projet qui est au-delà de 5 000 € est traité en comité de mécénat. Tout ce qui est en dessous de 5 000 €, on informe bien sûr le comité mécénat, mais c'est laissé à la libre disposition des gens sur le terrain. Il faut que ce soit au plus près des bénéficiaires. Et puis, on a là aussi un fort développement à l'international. Et au-delà du développement à l'international du mécénat, on a deux autres éléments qui sont très importants dans cette politique de générosité. C'est la fondation de la deuxième chance, qui a été créée par Vincent Bolloré et Michel Giraud en 1998. Et le principe de cette fondation, c'est de partir de l'idée que tout le monde dans la vie peut avoir un moment difficile, une galère, comme on dit, et que si il a un projet de rebond et qu'on lui donne un coup de pouce, et c'est ça la deuxième chance, c'est ce coup de pouce, ça lui permettra peut-être de reprendre pied dans la vie. Depuis la création de cette fondation, 8000 coups de pouce ont été donnés, et sur ces 8000 coups de pouce, la mémoire vivante que nous tenons de 5 ans en 5 ans montre que 70 à 80% des lauréats arrivent à reprendre pied dans la vie et à repartir dans une dimension normale pour quelqu'un. Alors l'importance de cette fondation, c'est pas seulement l'aide financière, qui est bien sûr importante, mais c'est surtout le fait qu'il y a un parrainage avec 2 parrains qui accompagnent le lauréat, soit dans sa
recherche de formation, soit pour créer ou reprendre une entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque quand même l'esprit d'entreprise, c'est aussi un des fondements majeurs du groupe Bolloré. Alors, à côté de ces deux aspects, il y a autre chose qui a été repris, c'est le foyer Jean Bosco. Le foyer Jean Bosco, c'est une ancienne maison des Petites Sœurs des Pauvres, qui est rue de Varise, dans le 16e arrondissement, et qui avait été créée au 19e siècle à l'initiative d'un nommé Dimitri Skilizy, et qui, depuis 2016, a retrouvé de nouvelles fonctions. Le foyer Jean Bosco, Mater Amoris à Paris, accueille 120 étudiants étrangers ou français, mais aussi des personnes âgées et des personnes malades. Alors c'est pas quelque chose où on soigne les gens, mais c'est pour ceux qui sont un peu fragiles. Et ça devient un foyer intergénérationnel qui est assez extraordinaire, puisque s'échange à la fois l'expérience des personnes plus âgées et puis la volonté des jeunes de participer à cette entreprise globale. C'est quelque chose qui peut avoir jusqu'à 180 lits et on a tout un tas de différentes infrastructures, une bibliothèque, des centres sportifs, un salon de musique. Voilà, tout ça, c'est un système qui en même temps redonne un sens à la vie en petite communauté, mais à des âges différents. Et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, les jeunes du foyer Jean Bosco, ce sont eux qui font la mémoire vivante en rappelant tous les anciens lauréats pour savoir ce qu'ils sont devenus et comment et où ils en sont aujourd'hui. Et c'est tout cet ensemble, cet amalgame dont on parle peu dans le groupe Bolloré. Parce que dans le groupe Bolloré, la générosité, ça ne doit pas être un argument commercial. La générosité, c'est quelque chose que l'on fait parce que, et selon le mot de notre président directeur général Cyril Bolloré, c'est d'essayer de redonner un peu à des gens qui en ont besoin ce qu'on a eu la chance d'avoir. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Mancini, pour cet éclairage, ces différents aspects que vous avez évoqués de la solidarité dans le groupe, de l'humilité également. Vous avez notamment parlé du programme de solidarité, la Fondation de la Seconde Chance, et c'est pour ça que nous allons en parler avec Inda Sibi. Inda, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice régionale pour la Fondation de la Seconde Chance, de la Deuxième Chance, pardon. Avant de parler concrètement du programme, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle et plus largement de l'organisation de cette fondation qu'a évoquée Ange à l'instant? Parfait. Merci. Alors effectivement, je travaille à la Fondation de la Deuxième Chance, donc je suis coordinatrice régionale. C'est l'organisation qui a été adoptée à la Fondation, c'est d'avoir des sites relais pour avoir une présence sur tout le territoire métropolitain. Donc aujourd'hui, c'est 55 sites relais qui sont organisés en 3 grandes régions. Et pour ces 3 grandes régions, il y a à chaque fois un coordinateur. Donc pour ma part, c'est la région Seine et Ouest qui regroupe la région nord-ouest de la France depuis maintenant une petite dizaine d'années. Voilà, donc un coordinateur, qu'est-ce que ça fait? Donc ça assure, dans un premier temps, l'animation de tous ces sites. Pour la région qui m'occupe, c'est 16 sites relais, qui sont en fait des implantations qui sont chacune hébergées par une entreprise partenaire. Parce que c'est la grande spécificité de la Fondation de la Deuxième Chance, c'est d'être, bien qu'à l'initiative du groupe, d'être ouverte à la participation d'un certain nombre d'entreprises partenaires qui, au-delà de participer, je dirais, financièrement, donnent en plus du temps de leurs collaborateurs et nous représentent sur ces sites. On entend bien sûr l'investissement humain, vous en avez parlé aussi, Monsieur Mancini. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter un petit peu plus concrètement les missions de la Fondation de la Deuxième Chance? Alors, je dirais que les missions de la Fondation de la Deuxième Chance, d'ailleurs vous avez 10 secondes tout à l'heure, parce qu'on a quand même vocation à ce que ce ne soit pas la dernière. Donc les missions de la Fondation de la Deuxième Chance, je dirais que tout est dans le nom finalement. On s'adresse à des personnes qui, comme tout un chacun, peuvent avoir connu à un moment un accident de parcours, un accident de vie, qui peut être la maladie, qui peut être de très grandes difficultés sociales, qui peuvent être des difficultés familiales. Lesquels événements ont engendré, je dirais, une rupture dans le parcours professionnel, puisque c'est à ça qu'on s'attache, donc une désinsertion, la perte de son emploi, des choses de ce type-là. Et notre objectif est de permettre à ces personnes de rebondir, soit en faisant une formation qualifiante, soit en créant leur emploi, en créant une activité.
Pour ce faire, on peut les aider, comme disait Ange Mancini tout à l'heure, de deux manières. Premièrement, financièrement, forcément, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et que même si on a un projet, on a souvent besoin de financement pour pouvoir le réaliser. Et le deuxième aspect, qui je pense est le plus important, ça passe par un parrainage. Parrainage qui est assuré par des bénévoles qui sont à la fois des collaborateurs du groupe, mais également des collaborateurs d'autres entreprises. Et donc, chaque année, combien de personnes sont soutenues par la Fondation ? Alors, en moyenne, par an, nous sommes autour de 300 projets soutenus. Comme Ange le disait tout à l'heure, depuis la création de la Fondation en 1998, c'est 8800 projets, 8800 rebonds de vie, comme on aime à les appeler, ce qui représente un budget assez colossal sur toutes ces années de près de 33 millions d'euros. J'imagine que vous inspirez énormément de nos collaborateurs, cette idée de rebond de vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et ceux qui voudraient conseiller des personnes qu'elles connaissent, comment les orienter, ces personnes qui peuvent être éligibles à ce programme, comment faire pour candidater, comment est-ce que ça se passe ? Alors il y a plusieurs manières, je dirais, d'arriver à la Fondation de la Deuxième Chance. Il y a d'abord, on a une présence sur Internet, tout simplement. Donc sur le site de la Fondation, il est possible de télécharger le dossier de demande de financement, de nous l'envoyer. Il est étudié selon la procédure, je dirais, habituelle. Après, on a également, je dirais, un canal qui est celui qu'on privilégie, qui est celui des structures d'accompagnement ou d'action sociale. Puisque la majorité des demandes qui nous arrivent d'un pôle emploi, d'une mission locale, en fonction du statut de la personne et de sa situation au moment où elle nous sollicite. Et pour nous, c'est assez important parce qu'on se vit vraiment comme vraiment le dernier maillon du parcours qui va permettre à la personne de rebondir. Ça veut dire que la personne qui va arriver à la Fondation, elle a déjà eu un accompagnement par le Pôle emploi, par une structure d'action sociale, un CCAS de ce type-là, pour consolider son projet et vraiment arriver à la Fondation au moment où il manque ce petit coup de pouce à la réalisation. Merci Inda. Vous l'avez dit, on a tous le droit à une deuxième chance et grâce à vous, c'est possible. Vous êtes venue avec Isabelle Bachat. Isabelle, Bonjour. Vous êtes lauréate de la Fondation. Bonjour. Merci d'être venue témoigner. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez bénéficié du soutien de la Fondation et dans un premier temps, nous expliquer surtout quel était votre projet. Bien sûr. Alors, en fait, moi, parcours de vie compliqué, malade, j'ai fait un burn-out, j'ai eu un cancer, j'ai voulu me réinstaller en fait et je voulais utiliser ce que je savais, c'est-à-dire me former en tant que thérapeute. Le souci, c'est que en fait, tout ce qui est administratif, les thérapeutes, ces formations ne sont pas prises en charge et concrètement, je n'avais absolument pas les moyens en fait de passer par ce cursus. C'est pour ça que j'ai fait appel à la Fondation qui donc du coup a subventionné ma formation. Aujourd'hui, je suis thérapeute, coach de vie. Je suis au cœur du métier de l'aide, en fait, aux autres. Et tout ça, c'est aussi grâce à la Fondation. Le nerf de la guerre, l'argent, m'a été essentiel, je dirais, pour pouvoir rebondir et faire, je dirais, ce que j'aimais, en fait, ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais concrétiser dans ma vie. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez entendu parler de la Fondation, comment est-ce que vous êtes arrivé à candidater ? C'est ma conseillère Pôle emploi, en fait, lorsque j'étais en train de préparer mon projet, qui, au départ, gentiment, m'a expliqué qu'en fait, Pôle emploi ne subventionnait pas ce genre de formation et qui m'a orientée et m'a donné les contacts de la Fondation, auxquels je me suis adressée, bien entendu. Alors, j'ai commencé par envoyer, moi, un dossier Internet, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai attendu. J'ai été reçue quelques mois plus tard, parce qu'il y a eu un petit souci de personnel, enfin de bénévoles sur ma région, en fait. Et donc, du coup, ça a retardé un peu. Donc, j'ai été suivie par des moi, je suis du Havre, mais j'ai été suivie par des bénévoles de Caen, du coup, qui ont quand même mis en place le projet, qui ont présenté le projet pour moi à la Fondation, qui a été effectivement subventionné. On comprend bien que cet accompagnement dont vous avez bénéficié, vous avez eu aussi envie de le transmettre, parce que d'une part vous êtes thérapeute et aussi vous êtes devenue vous-même une accompagnatrice de nouveaux lauréats. Et je pense que
Pour faire lien avec ce que vous venez de dire, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir des bénévoles pour accompagner ces lauréats. Quelle est votre mission en tant qu'accompagnatrice? Alors moi aujourd'hui, en plus d'être thérapeute, je travaille également dans un centre de formation qui prépare à la création d'entreprises. Et justement, j'interviens également pour le coup en tant que coach en développement personnel au sein de ce centre de formation qui, pour le coup, avait également des candidats potentiels. Et comme sur la région havraise, il n'y avait plus personne depuis un certain temps, j'ai rebondi. Je me suis dit, c'est le moment, on m'a tendu la main, c'est important également en fait, que ça soit présent, que ça soit reconnu aussi. Donc du coup, maintenant, je suis bénévole auprès de la Fondation, au sein du centre de formation auquel j'exerce une partie de mes activités. Merci beaucoup Isabelle. Inda, vous voulez peut-être lancer un appel à des personnes qui éventuellement seraient disponibles, seraient volontaires pour devenir bénévoles demain? Oui, complètement, parce que je pense que le parcours d'Isabelle illustre justement le besoin d'accompagnement en termes de parrainage, puisqu'au moment où elle nous a sollicité, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le premier élément de notre accompagnement, on a pu le mettre en place, le financement. Simplement, on n'avait pas sur le Havre, à ce moment-là, de bénévoles disponibles pour faire le parrainage. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué dans la mise en place. C'est un parrainage qu'on a repris, je dirais, en direct depuis le siège, mais ce qui n'est pas le modèle en principe. Et après, bon, là, c'est une jolie boucle qui est bouclée, puisque aujourd'hui, c'est elle qui va accompagner sur le Havre, après avoir expérimenté, je dirais, ce manque de bénévoles sur place. Pour nous, c'est très important. Alors aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de bénévoles qui sont des collaborateurs du groupe. Donc le groupe se mobilise encore, je dirais, et en plus appelle à la mobilisation d'autres entreprises partenaires. Il y a 55 sites en France, donc il y a quand même une possibilité de s'engager. Je pense que vous allez mettre le lien vers le site de la Fondation. Il y a la carte. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces implantations sont adossées à une entreprise partenaire, dont certaines sont tout à fait ouvertes à ce qu'il y ait des bénévoles, d'autres qui viennent d'autres horizons. Merci beaucoup pour votre engagement, merci beaucoup pour votre témoignage Isabelle, merci Inda. Merci je pense maintenant intéressant d'évoquer un autre programme qui a été mis en place il y a près de 15 ans. Il s'agit de Earth Talent by Bolloré. Dorothée van der Krussen nous a rejoint. Bonjour Dorothée van der Krussen. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Dorothée, vous êtes à l'initiative de ce programme qui est Earth Talent by Bolloré et aujourd'hui vous êtes la directrice de l'engagement solidaire international et mécénat du groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce programme, nous donner du détail sur son fonctionnement, son organisation? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le programme Earth Talent est le programme philanthropique du groupe Bolloré qui définit les axes et les principes éthiques de choix de projets locaux qui sont soutenus par les directions locales. L'histoire et les valeurs du groupe Bolloré nous rendent pertinents à soutenir des projets locaux à forte valeur sociale et plutôt en faveur donc, des plus vulnérables. Donc, ce programme a commencé d'abord en soutenant l'autonomisation des femmes à partir de 2008 et depuis 2018, sous l'impulsion de notre président, M. Cyril Bolloré, nous soutenons la jeunesse, en fait l'autonomisation de la jeunesse plus précisément. C'est également un programme de sélection et de labellisation éthique des projets qui sont proposés, des projets associatifs qui sont proposés, ce qui implique les ressources des directions locales, les collaborateurs des directions locales, et en recherchant le maximum d'impact positif pour les communautés. Alors si je dois donner quelques chiffres pour que ça soit plus simple à cerner, à visualiser, je peux dire qu'effectivement nous soutenons un peu plus de 350 projets par an dans 49 pays et ça c'est une constante, hein. D'année en année nous soutenons à peu près à équivalence ce nombre de projets associatifs dans 49 pays. La différence notable que nous notons depuis la création de ce programme, c'est le nombre de bénéficiaires atteints. Nous avons atteint 55 000 bénéficiaires en 2021 et nous sommes à plus de 70 000 bénéficiaires en 2022, ce qui nous rend assez fiers, je pense.
55 000 bénéficiaires, je pense que ça parle à beaucoup des collaborateurs qui nous regardent, des collaboratrices. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour proposer un projet, pour participer à un projet? Alors, pour proposer un projet, il faut être une association, il faut être à but non lucratif, il faut répondre à une problématique d'intérêt général, plutôt à forte valeur sociale. Donc nous sommes effectivement toujours tournés vers les plus vulnérables afin de les accompagner, de les protéger et de les éduquer. Donc on va être plutôt sur des projets de ce type-là. Donc ça déjà c'est important juridiquement d'être un projet d'une organisation à but non lucratif. On se rend sur une plateforme, je crois que vous allez l'écrire sur votre écran pour que chacun puisse s'y rendre. Et puis on fait une demande en ligne. Alors il y a un certain nombre de questions à remplir et puis ce projet passera une première sélection par mon équipe. Une deuxième sélection sera faite avec la direction locale, parce qu'un projet indien doit être regardé par l'équipe indienne qui va du coup regarder s'il est pertinent, efficace, efficient de pouvoir suivre ce projet pour le soutenir. Et en dernier lieu, le comité mécénat pourra donner aussi son avis final pour que la direction générale soit également impliquée concrètement sur le développement de ce type de projet. Et donc ça, c'est le présent, mais si j'ose dire, qu'est-ce qui est prévu, quels sont les axes de développement qui sont prévus pour ce programme à l'avenir? Alors, les axes de développement, nous n'allons pas changer notre fusil d'épaule. La jeunesse restera notre axe prioritaire, avec bien sûr la réponse aux enjeux, j'allais dire aux crises humanitaires si elles se présentent, parce que malheureusement elles sont nombreuses et nous en avons régulièrement. Donc c'est vrai que nous sommes régulièrement appelés à contribuer, comme nous l'avons fait avec un de nos partenaires clés en Haïti, c'est Acted. Acted est un de nos partenaires clés sur ce sujet-là. Donc Haïti, nous avons répondu présent, nous avons répondu avec Acted également sur une action de solidarité pour faire face à la problématique de l'Ukraine et des populations locales. Donc l'axe de développement va rester le même, jeunesse et crise humanitaire, mais on va aller vers encore plus de liens, on va aller chercher à rendre ce lien plus fort et encore plus durable en impliquant encore davantage nos collaborateurs via une plateforme qui est déjà en place et qui est la communauté, c'est une plateforme communautaire, entre guillemets, qui permet à nos collaborateurs de trouver une mission, soit en présentiel ou à distance, une mission dans un projet associatif en France qui lui permet de s'engager régulièrement ou ponctuellement pour une mission d'intérêt général. Et nous allons également continuer à augmenter notre impact avec des partenaires locaux, comme un de nos partenaires phares, qui est la Cité internationale universitaire. Nous avons co-construit avec eux un programme de bourse. Nous étions sur un programme de bourse académique, nous allons être sur un programme de bourse sociale pendant 2 ans, à compter de 2022 jusqu'en 2024. Et c'est des programmes qui nous tiennent à cœur parce qu'on répond, grâce à ce programme, à la précarité étudiante, qui est un vrai problème depuis le Covid. Voilà. Merci Dorothée pour ces explications. Quoi de mieux que d'entendre justement un collaborateur qui s'est engagé via la plateforme Be Earth Salon que vous venez d'évoquer. Bonjour Stéphane Smuck. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes l'un de ces collaborateurs, de ces collaborateurs engagés. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous travaillez dans le groupe ? Alors, je travaille depuis plus de 6 ans. Je suis rentré en août 2016 chez Bolloré et je suis responsable de l'activité transport terrestre. On sait que chez Bolloré, il y a des grandes activités, le maritime, l'aérien, et il y a besoin de faire avancer les colis, on va dire, sur la partie terrestre. Donc, c'est dans cette partie-là dont je m'occupe dans le monde entier. Et vous avez découvert l'émission de Earth Talent. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous impliquer? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Alors, moi déjà, j'étais déjà engagé par ailleurs, je pourrais en parler un peu plus tard sur d'autres missions, mais c'est vrai que quand on nous a donné la possibilité de faire encore autre chose et de diversifier les possibilités d'œuvrer pour les gens, du coup, je me suis senti concerné. Et donc, j'ai été sur Earth Talent, j'ai choisi un petit peu qu'est-ce qui pouvait répondre à mes capacités, en quoi je pouvais être utile, à la fois d'un point de vue de mes capacités et d'un point de vue géographique. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, avec le système à distance, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, j'ai choisi d'aider une jeune fille qui était basée dans le nord de Paris. Moi, étant basé dans le sud, on ne pouvait pas se rencontrer. Donc, on s'est fait des meetings tous les mercredis soirs
sur Google Meet et je l'aidais en anglais, en allemand, en histoire-géographie. Enfin, je l'aidais à faire ses devoirs et je la soutenais au niveau scolaire. En sachant que cette association Proxité a la particularité de s'occuper d'enfants qui sont placés. Donc ils ont des difficultés autres qu'un enfant dans une famille, on va dire, habituelle. Eux, ils sont détachés de leurs parents, ils sont placés dans une famille d'accueil. Donc ils ont déjà pas toujours les meilleures conditions humaines pour réussir. Comment est-ce que vous avez entendu parler de Be Your Student, des missions? Il y a eu une présentation qui a été faite de l'outil, de la plateforme. Donc forcément, quand on m'a parlé d'aider et de bénévolat, j'ai été intéressé par le sujet. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai connu la plateforme. Vous avez parlé tout à l'heure de votre engagement personnel. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des missions et depuis quand date cet engagement chez vous? Qu'est-ce que vous conseilleriez aussi à nos collaborateurs qui ont envie de s'engager mais qui peut-être sur leur temps libre ne trouvent pas nécessairement le temps ou voilà, n'ont pas nécessairement le... Oui, après il faut effectivement avoir le temps, il faut avoir les capacités, mais les choix sont tellement nombreux sur la plateforme qu'on peut trouver des choses pas très compliquées, pas très chronophages et si on veut vraiment s'engager dans la limite de ses possibilités, on trouve quelque chose. Il y a tellement de choix que quand on veut être utile, on trouve forcément quelque chose, quoi. Donc effectivement, moi, c'est pas nouveau, comme je vous le disais, je fais déjà... Enfin, j'étais déjà dans une église, je fais des traductions. Je suis aussi visiteur de prison, donc je rends visite à des prisonniers qui n'ont pas la chance d'avoir de famille. Bien souvent, ce sont des étrangers. J'ai aussi, donc, je soutiens au niveau scolaire anglais quelques jeunes de mon quartier qui ont su que je pouvais les aider. Donc, par le bouche à oreille, je les aide à progresser. Et puis, je suis aussi trésorier d'une association qui va aussi œuvrer dans le sens de développement des enfants sur Madagascar et je voudrais pouvoir faire plus pour cette association, donc je cherche des sponsors dans le cadre de cette association. Qu'est-ce que vous diriez, vous l'avez partiellement évoqué, mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui craint de ne pas avoir suffisamment de clés, de temps pour s'engager? Je dirais, encore une fois, allez voir sur la plateforme. Si les gens ont besoin de conseils pour les aider à choisir, je ne suis pas officiellement sponsor de la plateforme, mais vu que moi j'y suis arrivé, je peux peut-être aider des gens qui auraient des difficultés. Mais franchement, c'est aller sur la plateforme pour trouver et chercher et trouver. On ne peut pas ne pas trouver. Après, c'est le choix qui va être difficile, mais on va forcément trouver quelque chose d'intéressant à faire. Pour répondre à cette problématique, effectivement, qui pourrait subvenir, enfin, si un collaborateur souhaite s'engager sur cette plateforme, nous avons mis en place une hotline et un mail mécénat@bolloré.com qui permet à tout collaborateur qui aurait des questions pour pouvoir se positionner ou s'engager sur une mission, de pouvoir trouver une réponse. Merci beaucoup Stéphane, parce que c'est vrai qu'on a quand même 60 partenaires présents sur cette plateforme. Il n'y a pas que la jeunesse qui est concernée. Ça va effectivement de la personne âgée qui est seule et qui a besoin de créer du lien, en passant par effectivement des associations comme Proxité que nous avons évaluées et que nous pensons être des très bons partenaires, comme d'autres, comme Graines d'Orateurs. Voilà, c'est des soutiens associatifs que nous avons, c'est des partenaires associatifs que nous avons et qui méritent tout à fait un engagement de la part de nos collaborateurs. Donc là, je pense qu'on peut effectivement accompagner nos collaborateurs là-dessus. Merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos explications. Je pense que nos collaborateurs ont maintenant toutes les clés pour s'engager et en réalité assez peu d'excuses pour ne pas le faire. On espère. On espère. Je vous remercie beaucoup. Toutes les entités du groupe sont sensibilisées ou en tout cas sont impliquées pour participer à des actions solidaires. Le domaine des médias propose également un programme de solidarité. Pour en parler, nous accueillons Diane Emdine, responsable du programme Vivendi Create Joy. Bonjour Diane. Bonjour. D'après vous, quel sens ça a de s'engager en tant qu'entreprise, en tant que citoyen ? Pour moi, la solidarité, c'est d'abord de s'intéresser aux autres, d'être ouvert et à l'écoute, bienveillant. Et à ce titre, l'entreprise joue un rôle majeur dans notre vie de citoyen et de collaborateur, de citoyen de territoire. Et donc, elle a tout à fait son rôle à jouer en termes de solidarité. Et je pense qu'on ne peut que se féliciter d'avoir un groupe qui a compris le message et qui a initié cette solidarité depuis si longtemps.
Alors le programme Vivendi Create Joy, il a été lancé il y a près de 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Vivendi Create Joy a été lancé en 2008, donc ça fait en effet 15 ans, et c'est un programme qui répond aux enjeux d'égalité des chances, de diversité et d'inclusion en permettant la formation au métier du groupe pour des adolescents et des jeunes adultes de moins de 26 ans. C'est un programme international qui est déployé en France, en Grande-Bretagne, en Pologne et dans de nombreux pays d'Afrique où le groupe est présent. Et alors les métiers du groupe, ce sont surtout les métiers autour de l'audiovisuel, le cinéma, la communication, la création des jeux vidéo, le journalisme, le spectacle vivant et l'écriture, l'édition. Et donc on intervient plusieurs fois par an sur des projets de formation à tous ces métiers. D'accord, et comment est-ce que tout cela s'articule? Alors, on fonctionne par appel à projet. Donc, le programme Create Joy lance 2 appels à projet par an. Les associations déposent donc un dossier sur notre plateforme. Et puis, eh bien, ces projets sont étudiés en comité de sélection et les projets les plus impactants, les plus innovants et les plus formidables sont ensuite présentés au conseil où un représentant de chacune des entités du groupe siège, ainsi que des représentants du programme RSE de Vivendi. Vous comptez sur l'implication des collaborateurs, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup plus concrètement la plateforme, l'outil que vous avez créé à cet effet? Oui, alors en effet, les finances c'est beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Et on a une vraie richesse au sein du groupe, ce sont nos collaborateurs, leur expertise, et nous leur proposons de s'engager au profit de nos associations partenaires. Alors ça peut être, on peut s'engager de plusieurs façons, soit seul ou en groupe, de manière ponctuelle ou plus régulière, au profit des jeunes bénéficiaires ou au profit de la structure associative. Et donc le groupe permet à chaque collaborateur du groupe, même si on vient d'arriver dans le groupe, de s'engager jusqu'à 1 journée par an au profit de nos associations partenaires. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples d'initiatives à partager avec nous. Ah oui, alors oui, ça c'est compliqué de faire le choix, mais je vais vous parler d'un projet de formation que l'on a en Afrique pour des jeunes journalistes reporters d'images qui, en fait, il se trouvait que Canal+ International propose des émissions de reportage et ne trouvait pas sur place de journalistes assez compétents pour tourner des sujets en Afrique qui parlaient d'Afrique. Et donc ça devenait aberrant de faire venir des équipes entières de France. Et donc on a choisi de former sur place des journalistes reporters d'images qui maintenant travaillent pas uniquement pour le groupe, il y en a beaucoup qui sont indépendants. Mais la petite anecdote, c'est que ça a permis pendant la période de Covid où plus personne ne pouvait voyager, d'avoir ces collaborateurs JRI formés qui pouvaient donc fournir du contenu de qualité qui a pu passer à l'antenne alors que plus personne ne pouvait voyager. Un autre exemple, alors en France cette fois, depuis plus de 10 ans, on est partenaire d'une association qui s'appelle La Chance pour la diversité dans les médias et qui permet d'offrir une prépa gratuite à des étudiants boursiers de manière à ce qu'ils puissent préparer les concours d'entrée des grandes écoles de journalisme. Et quand on est étudiant boursier, on n'a pas forcément les moyens de se payer une prépa coûteuse. Et donc cette formation qui dure 1 an, totalement gratuite, permet donc à ces jeunes de prétendre à passer les concours d'entrée. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons de signer un contrat de coopération avec Prisma Media qui va encourager justement leurs journalistes à s'investir dans cette association et va permettre aussi de faciliter les stages pour les jeunes étudiants de cette association. Merci Diane. Comme toujours, réunir nos forces nous permet d'aider et de mener de nombreuses actions solidaires. Vous avez souhaité, Diane, nous présenter en images l'association partenaire Les Amis du Cœur Madrigal du Cameroun. Merci Diane, regardons ensemble. Bienvenue dans ce programme qui vous permettra de découvrir une association coup de cœur, partenaire de Vivendi Create Joy. Aujourd'hui, les Amis du Cœur Madrigal du Cameroun. Son objectif, rendre accessible l'éducation musicale aux enfants dans les établissements scolaires du Cameroun par le chant choral.
Comment? Par 4 actions. Formation, atelier, collecte et valorisation. Tout d'abord, la formation. L'éducation musicale ne figure pas dans les programmes scolaires du pays. L'association forme alors 1 fois par an des jeunes adultes pour enseigner comme bénévoles dans les établissements scolaires. Ces activités périscolaires, ateliers de pratique vocale, deuxième axe de l'association, facilitent l'accès à la culture musicale à tout enfant. Troisième axe, les collectes. Le Cameroun, c'est plus de 200 ethnies et autant de langues sont parlées. Chaque région dispose d'un genre musical traditionnel et pour contribuer à la cohésion sociale et culturelle du pays, l'association collecte des chants traditionnels pour créer des répertoires de chants chorales. Le répertoire ensuite créé est utilisé pour faire chanter les enfants à l'école, mais a également inspiré la création d'un chœur national des jeunes du Cameroun qui réunit 32 chanteurs de toutes les régions du Cameroun. Cette 4e action permet de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel. Grâce à toutes ces actions, l'association Les Amis du Chœur Madrigal du Cameroun a été choisie pour organiser le Festival international de chant choral à Yaoundé. Ce sera du 1er au 6 août 2023, notamment au Canal Olympia. La capitale du Cameroun sera alors une ville chantante. Si je vous dis qu'il existe un événement spécifique au groupe, qui s'adresse à tous les collaborateurs, dans le monde entier, vous me répondez évidemment le Marathon Day. Pour en parler, j'accueille Elsa Berst. Elsa, bonjour. Bonjour Brieux. Vous êtes la directrice de la communication de Bolloré Transport et Logistics et c'est vous qui êtes la chef d'orchestre du Marathon Day. Vous êtes présente dans le groupe depuis maintenant 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément, éventuellement pour les nouveaux arrivants, parce que tout le monde connaît le Marathon Day, mais en quoi ça consiste ? Je ne suis pas la chef d'orchestre toute seule, j'ai une équipe derrière moi qui m'aide à organiser chaque année cet événement. Alors le concept, il est très simple. L'idée, c'est de parcourir le même jour, où qu'on soit dans le monde, quel que soit notre business unit, de parcourir 5 km en marchant ou en courant. La première édition a eu lieu en 2016 et cette année, c'était notre année de bicentenaire. Et on a réussi à parcourir 200 000 km en une semaine grâce à l'implication de plus de 15 000 collaborateurs présents dans 94 pays. Mais finalement, pourquoi un tel engagement ? Alors, je pense que ça tient au fait que le groupe Bolloré, c'est 73 000 personnes à travers le monde et que c'est assez compliqué, c'est même impossible de réunir toujours au même endroit tout le monde. Or, cet événement le permet, même si c'est seulement virtuellement. Tous les collaborateurs le savent, c'est en général le 3e jeudi du mois de septembre. Ils savent qu'ils vont pouvoir participer au Marathon Day. Donc c'est un événement vraiment qu'ils attendent et c'est une occasion inouïe aussi pour les uns et les autres de voir à quoi ressemblent les collaborateurs, de voir où ils travaillent. Parce que grâce à une plateforme qu'on a mise en place, en fait, ils ont des photos. Donc on a des photos qui viennent des 4 coins de la Terre et c'est assez sympathique. Donc je pense que cette dimension festive et solidaire, puisque le concept est évidemment, de plus on va avoir de participants au Marathon Day, plus le montant du don fait par la direction générale aux associations locales va être élevé. Pour comprendre un petit peu plus précisément, comment est-ce que le vecteur solidarité est actionné à travers cet événement ? Alors en fait, la solidarité, c'était l'idée de base de notre président avec ce Marathon Day. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, plus on a de participants au Marathon Day, plus le montant du don consenti par la direction générale est important. Les premières années, on prenait une association qui était globale. Malheureusement, c'était très compliqué de trouver une association qui soit présente dans tous nos pays d'implantation. Or, pour nous, c'est très important d'être au plus proche des communautés locales dans lesquelles nous sommes implantés. Du coup, on est parti sur un concept un petit peu différent ces dernières années. On prend les 10 pays qui ont réussi à mobiliser le plus de collaborateurs au prorata de leurs effectifs et ce sont eux qui vont choisir des associations d'ultra proximité finalement pour leur faire le don. On le voit, chaque année, le Marathon Day suscite toujours plus d'enthousiasme. Donc merci pour cette présentation. Je vous propose maintenant, Elsa, Diane, qu'on regarde la vidéo Worldwide du Marathon Day 2022.
Magnifique mobilisation. Après avoir vu tous les programmes de solidarité, d'accompagnement que le groupe met en œuvre, direction le terrain. Nous vous avons demandé de nous dire ce que la solidarité signifie pour vous. Du Canada à la Suède, en passant par la zone Mesa, du Brésil au Congo, c'est vous qui avez la parole et qui témoignez. Pour moi, la solidarité est une grande expérience stimulée par un tas de bons sentiments mélangés, tels que l'empathie, la compassion et l'amour, cherchant toujours à améliorer la vie des gens ainsi qu'à transformer le monde en un meilleur endroit pour vivre, en promouvant un impact positif sur toutes les parties impliquées, c'est-à-dire non seulement pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour ceux qui donnent. Et à cet égard, je ne pourrais pas être plus heureux et fier de toute l'équipe de Bolloré Brésil, qui est extrêmement engagée dans toutes les actions de solidarité que nous avons promues au cours des derniers mois. Et pour ne citer que quelques exemples, la construction d'une ludothèque à Instituto Beija-Flor dans la ville de Diadema, la donation de 30 tables de bureau qui ont été partagées entre l'Instituto Beija-Flor et la communauté Sítio Joaninha aussi à Diadema, la donation de mobilier déprécié de notre bureau de São Paulo à Instituto Beija-Flor aussi, des campagnes de dons de nourriture à la communauté Portelinha dans la ville d'Osasco. Chaque kilo donné par les employés, Bolloré Brésil a donné aussi un kilo supplémentaire. La plantation de 50 arbres dans un parc de la ville de Campinas, le don d'une journée de marathon également à l'Instituto Dona Cruz à Moyo City, et également le don de peinture murale et de filtres à eau à l'Instituto Arma de São Paulo. Bonjour à toute l'équipe, je suis Torian Mayer, ici au Brésil. Je voulais tout simplement vous remercier, toutes et tous, surtout à l'équipe basée au Brésil, pour tout le soutien qui nous a été fourni, et aussi un remerciement spécial pour les ordinateurs que nous avons reçus pour nos étudiants, ainsi que les autres équipements et le mobilier pour le département administratif. C'est quelque chose qui était essentiel pour pouvoir mener à bien notre travail et nous sommes extrêmement très reconnaissants pour la personnalité de vos cadres, et les amis de l'entreprise. Cela va au-delà de la donation. Il n'y a pas que ça d'important pour notre travail. C'est vraiment cette dimension de source d'inspiration, de voir de quelle manière le groupe Bolloré est impliqué pour justement pouvoir avancer ensemble. Et j'espère justement que notre partenariat qui vient de démarrer puisse continuer avec des liens étroits et solides à l'avenir. Et comme vous savez, nous soutenons maintenant plus de 3000 personnes, y compris des enfants, des adolescents et des adultes. Je crois que nous faisons la différence et vous faites partie de cette différence. Encore une fois, merci beaucoup et j'espère que nous pourrons continuer à renforcer ce partenariat. Au revoir. Bonjour, je suis Patricia Ekemese, la responsable de la communication de la région Congo. Pour moi, la solidarité, c'est donc bien l'expression de notre humanité par la responsabilité que nous avons les uns envers les autres, et notamment les plus démunis. Elle nous permet de mettre en place des actions de manière désintéressée
pour aider ou soutenir une cause qui œuvre pour tous. Nos employés sont engagés sur plusieurs causes et plusieurs actions. Ils œuvrent notamment dans les orphelinats, les hôpitaux, les établissements scolaires et ils sont souvent accompagnés en cela par l'entreprise. Nous avons par exemple, en fin d'année, un gigantesque vide-grenier auquel chacun participe avec plaisir. Dans la région Congo, nous accompagnons et aidons de nombreuses associations, notamment celles qui œuvrent pour l'autonomisation de la jeunesse, en termes d'éducation, de réinsertion sociale, sur le plan psychologique également, et ce depuis de nombreuses années. Mais la solidarité du groupe Bolloré au Congo, ce n'est pas seulement envers les communautés locales, mais c'est également envers sa propre communauté, qui sont ses collaborateurs. Et mise en place au sein de l'entreprise de nombreuses cellules de pères éducateurs qui sensibilisent aux pandémies les plus importantes, le palu, le sida, les cancers, via Octobre Rose et Movember. Avec l'association ASI, qui œuvre pour les jeunes filles en situation de rue, nous avons également un partenariat depuis de nombreuses années, afin d'accompagner ces jeunes filles dans leur autonomisation, leur donner une raison de vivre, leur donner un métier, leur permettre de se réinsérer dans la société. Alors, Action de solidarité internationale Asie, c'est une ONG française qui travaille au Congo depuis 2007 sur l'accompagnement des jeunes filles mineures qui sont en situation de prostitution de survie. Alors, dans cet accompagnement, nous avons le plaisir d'avoir Bolloré qui nous accompagne depuis maintenant plus de 10 ans. Et cet accompagnement-là se résume spécifiquement sur l'autonomisation de ces jeunes filles. Cette année, grâce à la contribution de Bolloré, nous avons pu autonomiser 30 filles, c'est-à-dire 30 filles qui ont pu apprendre un métier et qui sont devenues autonomes et qui s'occupent de leurs enfants. Bonjour, je me présente, Estelle Maudrin, responsable QHSE et RSE pour Bolloré Logistique au Canada. Le thème des Bitox est un sujet qui est au cœur de Bolloré Canada et qui est également l'une des plus belles valeurs des Canadiennes et Canadiens. Donner et redonner à nos communautés locales est une mission que Bolloré Canada s'est assignée depuis maintenant plusieurs années. D'est en ouest, nous avons supporté plus d'une vingtaine de causes différentes et avec le temps des fêtes vient bien évidemment le sujet de la sécurité alimentaire. Nous lançons donc cette année une campagne nationale de dons de denrées afin de permettre à nos communautés de passer un temps des fêtes avec dignité. Nous sommes fiers de l'engagement et de l'empathie de nos collaborateurs qui font en sorte que toutes ces missions soient un succès. Parmi les actions et dons faites au courant de l'année, nous avons lancé une campagne de levée de fonds afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Même principe pour le Movember. Et bien évidemment, l'un des bénéficiaires de notre don de denrées sera pour la région de Montréal, l'association Moisson Montréal, qui est la plus grosse banque alimentaire du Québec. La solidarité qui est également la solidarité des peuples autochtones qui est gravée dans notre culture. Nous essayons de donner des droits à ces communautés, à ces enfants. Nous travaillons sur l'aspect financier qui nous a permis de progresser dans les différents domaines d'intérêt, y compris pendant la crise de COVID-19. Encore une fois, l'aspect financier nous permet de pouvoir mettre en place différents projets dans les domaines de l'enseignement et de la formation, mais également des cours pour donner la possibilité à ces jeunes d'atteindre leurs objectifs. Nous avons eu des jeunes qui ont obtenu d'excellents résultats lors de leurs examens scolaires. Nous essayons de garantir qu'ils puissent avoir accès à un bon poste de travail. De ce fait, la solidarité est une partie intrinsèque de notre communauté en Inde et Pakistan. Nous avons des exigences communautaires strictes avec une portée limitée et en dépit de tout cela, nous avons pu participer à de nombreuses initiatives. Nous avons également été engagés dans des initiatives à but non lucratif pour créer un centre d'apprentissage afin de soutenir les communautés et leur donner des ressources. Nous avons été activement impliqués dans l'aide aux enfants grâce à différentes activités et la relocalisation et rénovation de bâtiments afin de justement aidé avec le Maritime Day qui a reçu un prix pour son taux élevé de participation et cet argent a été mis au profit de cette entreprise et de ses activités pour le développement aussi des enfants et nous sommes très fiers de faire partie de ces initiatives de solidarité. Je m'appelle Eleonore Seldis, je travaille également pour la partie logistique de Gothenburg. Je m'appelle Corinne Castert.
et je travaille également pour le bureau de Gothenburg. Alors la solidarité pour nous, ça veut dire que nos employés du bureau de Gothenburg travaillent ensemble pour faire le bien, comme récolter des fonds pour l'association de lutte contre le cancer du sein. Nous avons créé une loterie. Oui, en effet, nous avons créé une loterie au bureau et tous les employés pouvaient acheter autant de tickets qu'ils souhaitaient et tout l'argent qui avait été ainsi récolté, rassemblé, était ensuite donné à la Fondation de recherche contre le cancer du sein, justement pour sensibiliser le grand public à cette terrible maladie. Nous avons un autre exemple pour la solidarité. L'année dernière, nous avons été dans l'hôpital Ronald McDonald pour les enfants pour donner justement des sucreries de Noël pour les familles qui y séjournaient malheureusement pendant les fêtes. Donc c'était quelque chose de très important. Nous arrivons au terme de ce BeTalks. Nous espérons que cette vue d'ensemble de l'engagement du groupe Bolloré en matière de solidarité, des actions passées et à venir, vous a donné envie de contribuer, de continuer à vous investir, de maintenir votre engagement. Du simple don de nourriture ou de fourniture à l'accompagnement de personnes en difficulté, en passant par l'organisation d'un événement mondial, le Marathon Day, dédié à la solidarité. Toutes les actions solidaires ont un impact important et permettent de donner du sens, de rapprocher les collaborateurs, de renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise, même dans les moments les plus difficiles. Elles sont également l'occasion de se rapprocher d'associations, d'aider, d'améliorer le quotidien de personnes, tout ça dans la bonne humeur, dans l'enthousiasme, et vous l'avez vu avec le sourire. Merci à tous ceux qui sont venus transmettre cet enthousiasme aujourd'hui sur ce plateau, et aux collaborateurs dans l'EPI qui ont bien voulu partager leur expérience. Enfin, merci à vous tous qui avez regardé ce BeTalks. À très bientôt pour un prochain BeTalks, et de très bonnes fêtes de fin d'année à vous.